Je vous propose aujourd'hui un nouveau format. On va l'appeler les mini-cours. Alors ce sera aussi précis qu'un cours Bélier VMI, mais ce sera moins étendu. On verra moins de sujets différents, mais vous verrez que j'irai très en profondeur. Et comparé à ce qu'on peut trouver sur YouTube, ce sera vraiment du caviar, si je puis dire. En tout cas, j'espère. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer un email avec JavaScript. Donc en voyant cette vidéo, vous saurez comment envoyer un email avec JavaScript et nous pour ça on va utiliser un petit projet de démonstration, ce sera un formulaire de contact qui sera réalisé avec Next.js. Donc on va partir de Next.js pour envoyer un email avec JavaScript. Et pour ça, on va utiliser le service SendGrid qui est très utilisé dans le domaine pour envoyer des emails à tous les destinataires possibles, sans qu'il y ait un risque que « Oh mince, je suis dans les spams » ou « Oh mince, il n'est pas réceptionné par mon utilisateur ». Donc c'est ça aussi l'intérêt de SendGrid, c'est qu'on sait que quand on envoie un email avec ce service, ce sera reçu par notre destinataire. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais ce qui est très intéressant également, c'est qu'avec des projets JavaScript, au moins on peut enfin envoyer des emails. Et en plus, ça se fait de manière facile, puisque c'est juste une requête qu'on va devoir envoyer à SendGrid. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire également des emails personnalisés, avec des données personnalisées. Donc on va pas juste dire, tiens, envoie l'email le bienvenue. Non, on va juste dire, ok, tiens, tu vas m'envoyer l'email contact avec les données de prénom, nom, email et le contenu. Comme ça, nous, quand un utilisateur nous enverra un email, on va voir son prénom, son nom, son adresse email et le contenu de ce qu'il veut nous dire. Allez, c'est parti, on a 8 étapes devant nous. On va déjà commencer par créer un projet Next.js. Donc pour créer un projet Next.js, on va devoir créer un nouveau dossier qu'on va appeler Next.js. Alors je le zoome bien, vous voyez, j'ai bien le dossier Next.js qui est juste ici. Donc quand je l'ouvre, ici on n'a rien du tout. On n'a absolument rien pour l'instant dans notre dossier. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ajouter notre projet ici. Pour ça, vous pouvez ouvrir votre terminal. Moi, je vais utiliser Commander, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est juste que c'est un petit logiciel qui simule un terminal avec un peu plus de fonctionnalités, des couleurs plus sympathiques. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Donc là, on va taper CD, desktop, pour pouvoir se mettre sur notre bureau, et on va se rendre dans notre dossier Next.js. Ici, maintenant, je vais taper npx create-next-app, suivi de mon formulaire SendGrid, par exemple. Avant de taper ceci, vérifiez bien que vous avez Node qui est installé. Pour ça, il suffit de faire node-v. Plutôt node-v. Node-v. Voilà, comme ceci. Et donc ici, au moins, on voit que j'ai bien la version 14.17.0. Si vous n'avez pas Node qui est installé, il suffit d'aller sur nodejs.org pour pouvoir récupérer Node. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas créer de nouveaux projets avec Next.js. Donc nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper npx create next app et donc on va l'appeler mon formulaire SendGrid. Donc là, il va nous télécharger tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir notre projet Next qui fonctionne. Maintenant que c'est fait, on a, si je fais un ls, on a notre dossier mon formulaire SendGrid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce nouveau dossier, mon formulaire SendGrid, qui est ce dossier-là, d'accord ? Le dossier qui vient d'être créé, c'est celui-là, avec toutes nos informations de base, et on va taper code point. En faisant code point, donc point qui veut dire dans le dossier actuel, et code qui veut dire Visual Studio Code. Si vous n'avez pas Visual Studio Code, je vous conseille grandement de l'installer. Sinon, utilisez votre éditeur de code préféré, ça fonctionne de la même manière. Alors, vous n'aurez pas forcément ce raccourci code, ça dépendra de votre éditeur de code. Mais en tout cas, ce raccourci-là va nous permettre d'ouvrir Visual Studio Code dans ce projet. Donc, quand je fais code point, j'appuie sur Entrée, et là, Visual Studio Code va s'ouvrir avec mon nouveau projet. Merveilleux. Donc oui, je fais confiance aux auteurs. Et là, on a notre projet qui est prêt. Donc comme d'habitude, dans un projet Next.js, on a pas mal de pages qui sont générées par défaut. Alors je vais agrandir un petit peu. Voilà, je pense que là, comme ça suffit largement. Donc on a le dossier Pages qui contient nos pages, avec le dossier API qui contient nos API. On va justement créer notre API ensemble. Donc ça pourrait être très intéressant de le voir. On a _app.js qui contient la porte d'entrée
de toutes les pages qu'on va visiter. Donc à chaque fois qu'on va visiter une page sur notre projet, ce sera _app.js qui sera appelé au début. Donc ça peut être intéressant si vous voulez ajouter un header, donc une en-tête ou un pied de page sur toutes vos pages qui est exactement pareil à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la formation complète Next.js. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas que cette vidéo fasse 45 minutes. Et on a index.js qui contient notre page de base. Alors là, c'est vrai que c'est quand même très très grand. On va peut-être réduire un tout petit peu. Voilà. Et donc là, on a vraiment la page de base d'un projet Next.js. On a ensuite le dossier public qui contient nos icônes. Donc là, c'est par exemple le favicon qui est juste ici. Nous avons également le dossier styles avec globals.css qui contient notre feuille de style CSS et home.module.css qui est appelé depuis index.js. Donc qui utilise d'ailleurs les modules CSS. Encore une fois, tout ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. On n'a pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Et puis enfin, on a les configurations de Next.js. Par exemple, ici, on a React Strict Mode qui vaut true pour utiliser le mode strict de React. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà commencer par lancer notre projet pour être sûr que ça fonctionne bien. Pour ça, nous allons taper npm run dev qui permet de lancer l'environnement de développement de Next.js. Et maintenant, quand je vais sur localhost de .3000 qu'on voit juste ici, hop, on voit quoi? On voit notre projet Next.js. Alors pour le moment, on a juste la page d'index, c'est-à-dire que si je mets ça sur le côté, on a juste cette page-là qui est appelée, d'accord? On a juste la page index.js, parce que c'est comme ça que fonctionne Next.js. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on crée des sites internet avec seulement du HTML à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait index.html et si on voulait créer une page contact, on avait contact.html. Et bien là, c'est exactement ce même modèle qu'utilise Next.js. Et donc là, nous, dans notre site, on va laisser la page d'accueil comme ça, on va pas trop s'embêter avec tout ça. On aimerait bien avoir une page de contact qui permet de voir un formulaire et qui nous propose de rentrer notre prénom, notre nom, notre adresse email et le contenu de l'email qu'on souhaite envoyer au service client, par exemple. Mais avant de faire ça, il faut donc qu'on puisse accéder à /contact. Là, actuellement, si je vais sur /contact, j'ai une erreur 404. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. On va dans Pages, nouveau dossier, et là, on peut faire contact. On peut ensuite ajouter index.js. Une autre possibilité qu'on a, je vais supprimer index.js, je vais supprimer le dossier contact, c'est dans Pages, ajouter directement contact.js. Ces deux méthodes fonctionnent, ça dépend de votre organisation, c'est un petit peu comme React finalement, ça s'adapte à vous, c'est pas vous qui devez vous adapter à Next.js. Et donc si vous préférez, vous pouvez soit créer contact.js, soit vous pouvez créer un dossier contact avec index.js à l'intérieur. Encore une fois, ça fonctionne exactement comme le HTML. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un export default function contact et on va juste retourner par exemple formulaire ou juste contact. Pour commencer, ça peut être plutôt pas mal. Donc là, on sauvegarde, on va maintenant réactualiser contact et on voit bien qu'on a le titre contact. Donc ça fonctionne, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va essayer de rendre tout ça un petit peu plus sexy, un petit peu plus pepsant, c'est-à-dire qu'on va ajouter du peps, on va mettre de la couleur, on va essayer de rendre tout ça sympa sans en faire trop, parce que je vous rappelle que c'est juste un projet de démonstration, on n'a pas besoin de passer une demi-heure sur le design. Donc ce que je vous propose de faire, déjà, c'est d'ajouter un titre. Donc on va ajouter une librairie, et nous allons profiter de Next.js pour importer head. Head, c'est quelque chose qui vient depuis Next.head et qui va nous permettre de modifier les balises qu'il y a à l'intérieur de la balise head en HTML. Donc on va par exemple pouvoir modifier le titre de l'onglet. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr, vous pouvez personnaliser d'autres choses comme les balises méta utilisées sur cette page-là, comme un lien vers Google Analytics ou ce genre de choses. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, chose qui est beaucoup plus compliquée avec React. Là, on est dans Next, c'est vraiment le gros avantage également de Next. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un fragment.
On va même faire autrement, je pense, après, mais c'est pas grave. On verra comment on va s'organiser. On fait tout ça ensemble en live. J'ai pas forcément préparé le design à l'avance. J'ai préparé le plan de ce mini-cours, mais pas vraiment le design de la page. Et donc là, vous voyez que GitHub Copilot me propose la balise title. Donc là, on va voir contact, et là, ce sera mon super projet SendGrid. Pourquoi pas? On sauvegarde tout ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Contact, mon super projet SendGrid, dans le titre de l'onglet. C'est plutôt facile, non? Bon. Alors bah là, on est bien. On va essayer quand même de designer tout ça. Alors on va faire un style en inline pour pas trop se prendre la tête. Donc là, on va dire div, style. Alors ce que je veux faire, c'est faire un text align center pour centrer l'ensemble de la page. Ça pourrait être pas mal. Ok, très bien. Maintenant, ici, on va avoir le formulaire. Et donc, au niveau du formulaire, on pourrait faire une div, donc une division, avec un style background color qu'on va mettre à F5, 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 pourquoi pas. Un paging de 15 pixels, non, peut-être pas, hein. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, on va couper la poire en deux, on va dire du 12 pixels. 12 pixels. On va faire un border radius de 5 pixels et on va déjà voir ce que ça donne. Donc là, ici, nous aurons notre formulaire et on aura nos inputs. Pour ça, je vais tous les ranger dans une balise de paragraphes. Alors, on va avoir label HTML for et on va dire que ce sera pour le prénom. Donc là, on va avoir le prénom parce qu'on veut le prénom, le nom, l'adresse email et le contenu par rapport à notre utilisateur. Ensuite, nous allons avoir un input. Alors, je vais juste désactiver GitHub Copilot au niveau global. Au moins, on sera plus aidé par rapport à ça et on pourra vraiment se concentrer sur ce qu'il faut faire. Le désavantage de GitHub Copilot, c'est qu'on peut vite être guidé par ce qu'il nous dit et au final, du coup, ça nous donne des mauvaises idées parfois parce qu'on comprend pas forcément tout ce qu'on fait et aussi parce que parfois GitHub Copilot, c'est pas Madame Irma, il sait pas forcément tout ce qu'on veut faire et du coup, il fait des erreurs qu'on remarque pas forcément sur le coup, et après ça nous fait du débugage. Donc là, nous, on va pas, par exemple, préciser le type, on va le préciser avec React Hook Form, qui est une librairie qu'on va utiliser pour gérer nos formulaires juste après. Et puis là, maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est avoir, par exemple, un placeholder. On va dire que ce sera prénom, pourquoi pas, histoire de donner du contenu à l'intérieur. Et on va également préciser style. Alors dans style, là ici, ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un class name qu'on va dire comme étant un input, puisque ce style, on va vouloir le réutiliser sur tous nos inputs. Donc pour éviter de répéter à chaque fois l'attribut style sur tous nos inputs, je pense que c'est quand même plus optimisé de le faire comme ça. Donc dans globals.css, on va ajouter une classe input. On va faire un border radius qui sera égal à 5 pixels. J'aime beaucoup les angles arrondis, décidément. On va faire un padding qui sera égal à 5 pixels. Et puis, on va déjà voir ce que ça donne. Donc là, on a notre champ de formulaire. Alors, les bordures sont un peu trop grandes. Donc, on va faire 1 pixel solide. Et on va dire que ce sera la couleur silver, par exemple. Voilà, là, comme ça, je trouve que c'est un peu mieux. Au niveau du padding, on peut peut-être se permettre d'avoir 5 pixels en haut et en bas et 15 pixels à gauche et à droite. Donc là, ouais, c'est pas terrible. On va mettre 10 pixels partout peut-être. Voilà, là je trouve que c'est déjà plus sympa. Et puis on va également dire que la largeur doit être de 100%. Au moins nos inputs se mettront tout le temps en dessous de nos labels. Maintenant nous allons aller dans contact.js et on va dire que la division qui contient notre formulaire doit faire 400 pixels. Peut-être 500 pixels, parce que 400 ça risque d'être très peu. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Ici on a quelque chose qui est plutôt correct, moi je trouve que ça rend plutôt bien. On va centrer tout ça, avec un margin auto. Donc là on a bien notre formulaire qui est au centre de la page. Et puis maintenant le paging on va le passer à 30 pixels, finalement 12 pixels c'était pas si petit que ça. Ok, bon là je trouve qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus sympa. On va également faire un text align left pour centrer le label à gauche. Et enfin, ici, on va ajouter une classe
donc class name est égal à label, qu'on va styliser pour pouvoir ajouter du style à tous nos labels. Donc dans globals.css, je vais ajouter la classe label, et là on pourrait dire par exemple text transform uppercase, donc pour que ce soit mis en majuscule. On va faire un font weight bold, un font size de 0.9 rem, donc ça va faire grosso modo du 14 pixels, et on va faire un margin bottom qui sera égal à 1 rem. Ce qu'on va faire, vu que c'est un élément de type inline, c'est un label, on va dire que c'est un display inline block. Au moins on pourra le redimensionner et surtout ajouter des marges externes comme le margin bottom, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là ici, on a quelque chose qui est beaucoup trop grand. 0.5 rem, ok, peut-être 0.3 rem. Ok, ça me semble bien. Et vous voyez là par exemple, si on n'avait pas ajouté display inline block, comme c'est un élément de type inline, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la formation HTML et CSS de Bellier VMI, quand je sauvegarde, on n'a pas de marge, ce qui est un peu problématique. Donc pour pouvoir ajouter des marges externes, on le passe en inline block. Ok, très bien. Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Maintenant, on peut ajouter d'autres champs. Donc nous allons faire un copier, un coller, et là on va dire par exemple que nous avons le nom, donc HTML for nom, et d'ailleurs vous voyez que je donne des noms en français. Alors certains grincent peut-être des dents, mais je pense surtout aux francophones ici dans cette mini formation, c'est pour ça qu'on parle surtout français. Alors là pareil, on va dire que c'est un nom, et du coup forcément pour que nos HTML4 fonctionnent, on va ajouter un ID. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai cliqué à plusieurs endroits en même temps en appuyant sur la touche Alt. Et donc sur Visual Studio Code, comme ça, je peux écrire à plusieurs endroits différents. Donc là, on va avoir un ID qui sera égal à prénom. C'est ce qu'on a donné dans HTML4. Et là, on va avoir un ID qui est égal à nom. Le simple fait de faire ça fait que quand je clique sur prénom, vous voyez que mon curseur rentre dans le premier champ. Donc là, on a prénom, là, on a nom, et là, on va avoir adresse email. Alors, on va pas l'appeler adresse email dans HTML4, on va juste dire email. Là, ce sera adresse email. Là, ce sera adresse email, du coup, pour le placeholder. Et pour l'ID, on va dire que ce sera égal à email. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, c'est plutôt sympa, c'est correct. Alors, ce qu'on pourrait faire pour agencer tout ça un petit peu mieux, c'est mettre prénom et nom côte à côte pour éviter d'avoir un énorme formulaire. Alors pour mettre prénom et nom côte à côte, ce que je vous conseille, c'est d'englober prénom et nom dans une division. Donc on prend prénom, on prend nom, on ajoute une division autour, de cette manière. Ah, on va apprendre beaucoup de choses ensemble. C'est vraiment de la qualité des formations Bellier VMI. Alors on a un peu réduit pour YouTube quand même, parce qu'on peut pas tout montrer. Et là maintenant, on va utiliser l'attribut style, et nous allons utiliser les grilles. Donc pour utiliser les grilles, on va dire display grid, et ensuite nous allons pouvoir utiliser grid template columns, et nous allons dire que ce sera à repeat to one FR. Le fait de faire ça veut dire qu'on va prendre toute la largeur et on va le couper en deux. Un FR, ça veut dire qu'on veut une taille qui est proportionnelle entre tous les éléments. Entre toutes les colonnes, si vous préférez. Et donc, on veut deux colonnes qui ont exactement la même proportion. Donc, vous prenez une bande, d'accord? Vous prenez une bande d'espace, par exemple, tout l'espace que vous voyez en grisé ici. Et en faisant deux colonnes qui valent un FR, on va séparer les deux en un espace proportionnel à la fois à gauche et à droite. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, si je sauvegarde, là, on a bien prénom et nom qui ont tous les deux le même espace. Maintenant, ce qu'on souhaite, nous, c'est quand même pouvoir avoir un petit gap entre les deux, un espace, si vous préférez, entre le prénom et le nom. On n'a pas envie que ce soit collé. Pour ça, c'est très simple. On va utiliser gap qu'on va mettre à, par exemple, 15 pixels. Je sauvegarde et là, j'ai bien un espace entre mon prénom et mon nom. On a donc quelque chose qui est plus sympa. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un écart qui est un peu plus grand qu'avant. Entre prénom, nom et entre l'adresse email. Ici, on a un gros écart. Ça, c'est à cause des paragraphes. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que dans les deux balises P, et grâce à la touche Alt, je peux utiliser mon curseur sur ces deux endroits-là, je vais dire qu'au niveau du style, on va avoir margin qui est égal à 0. Donc, je sauvegarde et là, on a maintenant prénom, nom et adresse email qui sont plus rapprochés.
Ok, très bien. Bah écoutez, maintenant que c'est fait, on peut ajouter un texte area pour envoyer du contenu. C'est un peu le but de notre formulaire de contact, c'est d'avoir un contenu qu'on peut envoyer au service client. Donc, je vais me mettre en dehors de notre division qui est ici, d'accord? Donc, en dehors de cette division-là, je copie, je colle, donc là, on a notre division, et je vais faire un margin top qui sera égal à 15 pixels. Donc ici, 15 pixels. Comme vous voyez, moi, ça me le réindente automatiquement. Tout ça, c'est grâce à l'extension Prettier, que je peux vous montrer si vous le souhaitez, qui est juste ici. Donc Prettier Code Formatter. Dans les formations Believe Me, je vous apprends à formater votre code avec Prettier, à le configurer également, car cette extension demande à être configurée. Bien sûr, ça demande un petit peu plus de temps, il faut au moins 10 minutes pour bien le configurer. En tout cas, si vous avez la moindre question, je serais très heureux de vous y répondre dans l'espace commentaire. Donc là, ici, maintenant, j'ai un margin top de 15 pixels, donc on a un espace supplémentaire qui est plutôt sympa. Maintenant, quand je regarde ici, j'ai un espace supplémentaire avec adresse email. Tout ça à cause de mon paragraphe également. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les paragraphes par des divisions. Donc à la fois ici et à la fois ici. Au moins, ça va nous permettre d'éviter de préciser qu'on veut faire un paragraphe avec des marges qui sont égales à 0. Et au moins, on va garder un élément de type bloc comme la division est un élément de type bloc par défaut, un peu comme le paragraphe. Donc en faisant ça, si je sauvegarde ici, on a le même résultat, mis à part qu'au niveau de l'adresse email, du coup la marge qu'on avait au-dessus grâce au paragraphe, à la balise P, on l'a perdue. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans div ici, je vais faire un style et je vais dire margin top qui sera égal à 5 pixels peut-être, je pense que c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant, on va dire 15 pixels. Donc là maintenant au moins, j'ai un bel espace entre les deux et j'utilise des divisions partout, plus des paragraphes. Donc c'est un code qui est un petit peu plus propre parce qu'au moins on n'utilise pas des paragraphes pour supprimer leur marge. C'est un petit peu bizarre de faire comme ça. Bon, maintenant le fait d'avoir scindé notre division en deux, ça veut dire que notre balise form qui est ici, on va devoir la déplacer. Donc form, on va le mettre en dehors de notre première division et on va déplacer du coup la fin de la balise form en dehors après notre deuxième division. Au moins, on a un formulaire qui pourra continuer à s'envoyer avec toutes les informations qu'on avait. Sinon, lorsqu'on va renvoyer notre formulaire, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura pas le message, ce qui va être un peu problématique, puisque c'est quand même la base d'un message au service après-vente. Donc là maintenant, on va ajouter notre contenu, donc le contenu de notre message. Pour ça, je vais ajouter une division et on va ajouter un label. Donc label HTML4 contenu. Ici, ce sera contenu du message. Je vais ajouter la classe label. Donc au moins, on aura bien contenu du message qui est bien affiché. Et puis maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un text area. Donc on va faire text area. Class name est égal input. Ça ne va pas nous déranger d'utiliser la même classe que pour les inputs. On va juste préciser row, ce qui vaudra par exemple, à dire 9. On pourra écrire donc 9 lignes. À partir de la 10e, ça va créer un petit curseur sur la droite pour descendre dans le contenu. Et là, il me semble que c'est plutôt pas mal. On va ajouter un petit placeholder. Bonjour. Avec 3 petits points. Au moins, l'utilisateur verra qu'il faut rester poli quand même. Et là, on a bien bonjour, 3 petits points. Bon, ce qu'on va faire, c'est que dans la classe input, je vais également préciser un font family Arial. Au moins, on utilisera la police Arial pour tous nos inputs, y compris pour les textes area. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Moi, je trouve que notre projet est vraiment très propre comme ça. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un petit bouton pour envoyer notre formulaire et on aura terminé la page contact. Enfin. Donc là, pour ce petit bouton, je vous propose de faire une division, encore une fois. On va avoir button et on va avoir envoyer, par exemple. Donc là, si je sauvegarde, j'ai bien le bouton envoyer. Moi, je veux le centrer à droite. Pour ça, on peut utiliser, si on le souhaite, Flexbox. Donc je vais faire Style, je vais faire Display Flex et Justify Content que je vais mettre à End. En faisant ça, j'ai donc... Alors oui, effectivement, là, il est un peu mal placé, mais le bouton qui est placé tout à droite. Donc pour éviter justement que ce bouton soit placé tout à droite, je vais devoir préciser que la largeur est égale à 500 pixels et que j'ai un margin qui est égal à auto.
Donc là, au moins maintenant, j'ai bien mon bouton sur la droite dans le même cadre de mon formulaire. Ensuite, on peut faire un margin top qui est égal à 15 pixels. Comme ceci. Merveilleux. Alors bien sûr, là, on définit width 500 pixels, margin auto sur tous nos éléments. Ce que l'on peut également faire, et c'est ce que je vais vous apprendre, car c'est ce que j'apprends dans les formations Believe Me, c'est toujours le meilleur, ou en tout cas, la manière la plus optimisée de faire les choses. Donc là, je vais retirer width 500 pixels et margin auto sur mes 3 divisions. Et dans ma balise forme, je vais dire que c'est égal à width 500 pixels et à margin auto. Je sauvegarde. Donc là, j'ai plus du tout le même résultat puisque ma balise forme, je l'ai fermée trop tôt. Donc là, ici, on va avoir ce code-là. Et donc là, on a exactement le même résultat, sauf qu'on ne s'embête plus à définir des dimensions pour toutes nos divisions. Ce qui va grandement nous faciliter la vie lorsqu'on voudrait travailler avec des Major Query ou avec Tailwind CSS par exemple. Donc là maintenant, ça fonctionne plutôt bien, on va styliser quand même un tout petit peu le bouton, histoire de le rendre un peu plus sexy. Donc là, je vais ajouter un padding. Nous aurons 5 pixels en haut et en bas, et pourquoi pas 10 pixels à gauche et à droite. Et maintenant, nous avons un joli bouton, prêt à envoyer notre message. Eh bien, la page de contact est à présent fonctionnelle, enfin en tout cas au niveau du design, au niveau de l'affichage, tout fonctionne bien. Mais par contre, le formulaire en lui-même n'est pas encore fonctionnel. Donc on va devoir gérer toutes les données de notre formulaire. Pour gérer toutes les données de notre formulaire, il existe plein de possibilités différentes. On peut utiliser UseState avec React, on peut utiliser les refs, ou alors on peut aussi utiliser des librairies tierces, comme par exemple React Hook Form. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je tourne cette mini-formation, c'est vraiment la librairie la plus utilisée, et c'est vraiment la manière la plus utilisée pour gérer ces formulaires. Pourquoi ? Parce que React Hook Form permet en plus d'optimiser l'actualisation du state et donc votre state ne sera pas mis à jour à chaque fois que l'utilisateur va taper une nouvelle lettre. Et en plus de ça, on a à la disposition des règles de validation qui sont vraiment très très importantes, très puissantes et qui nous permettent par exemple de vérifier qu'un champ est bien renseigné, si la taille est bien supérieure à une taille minimale ou inférieure à une taille maximale ou encore bien d'autres choses, notamment grâce à des regex comme avec un pattern qui pourrait vérifier la syntaxe de l'adresse email. Bien sûr, on n'est pas dans la formation complète sur Next.js, j'ai pas envie de passer énormément de temps sur cette vidéo-là, on n'est pas là pour 2 heures ensemble, et donc je vais pas aller de bout en bout, je vais pas vous montrer tout le potentiel de React Hook Form, mais en tout cas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser pleinement pour profiter des principales fonctionnalités de React Hook Form afin de pouvoir gérer tous nos formulaires. Donc pour ça, on a déjà besoin d'une chose, c'est d'installer la dépendance. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal, et je vais taper npm install React Hook Form pour qu'il puisse m'installer React Hook Form. Le temps que ça se fasse, on va aller dans contact.js et tout en haut, on va ajouter un S à librairie puisque nous allons maintenant importer use form depuis React Hook Form. De cette manière. Donc je vais juste vérifier maintenant, normalement ça devrait être bon. Oui, donc on a bien installé React Hook Form. Et donc pour que React Hook Form fonctionne, on a besoin d'importer useForm, mais surtout on a besoin d'importer différentes variables. Je vais donc ajouter une partie variable dans mon composant contact, dans ma page contact, et nous allons créer plusieurs constantes. Donc nous allons avoir register qui permet d'enregistrer un nouveau champ de formulaire auprès de React Hook Form. Nous allons ensuite avoir handle submit qui va nous permettre de demander à React Hook Form de récupérer toutes les données du formulaire. Donc une fois que notre formulaire sera envoyé, on va dire à React Hook Form, ok très bien, là maintenant je veux que tu me récupères toutes les données et que tu me les transmettes à ma méthode à moi. Et cette méthode qu'on va créer ensemble va nous permettre de créer une requête vers notre API. Donc on a à tout prix besoin de ces deux variables pour faire fonctionner React Hook Form. Ensuite, si on veut générer des erreurs au cas où, par exemple, un champ n'est pas rempli et qu'on veut afficher un petit message à nos utilisateurs, on peut aller dans form state, et là on va vouloir isoler la variable errors. Et tout ça, bien sûr, ce sera depuis use form. On peut sauvegarder, donc moi j'ai encore prettier qui me réindente tout. Mais donc maintenant qu'on a ça, on peut enregistrer nos champs de formulaire auprès de React Hook Form. Donc ce que l'on peut faire, c'est au niveau de nos inputs. Là par exemple, on a un input.
Je peux ouvrir ma paire d'accolades pour y entrer du code JavaScript et je vais utiliser le spread operator, donc 3 petits points, pour dire que tout ce que va me renvoyer register, je vais le stocker comme attribut sur ma balise input. Tout ce que va me renvoyer register, qui est géré donc par React Form, c'est notamment des attributs pour détecter le changement, donc un onChange par exemple. On va également avoir un value pour pouvoir ajouter une valeur par défaut éventuellement. Nous ici, tout ce qui nous importe, c'est de donner un nom à notre input. On va lui donner le nom prénom. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas donné name égale prénom par exemple sur l'input. Donc là, on a bien prénom. Et ce qu'on va également pouvoir préciser, c'est un autre paramètre avec des options. Par exemple, on va avoir required qu'on va placer à true. Au moins, le formulaire ne s'enverra que lorsqu'on aura une valeur qui sera renseignée dans ce champ de formulaire-là. On peut faire la même chose pour le nom. Donc ici, on utilise le spread operator. On va l'appeler nom et on veut que le champ soit rempli. On va avoir la même chose pour l'adresse email. Register, email. Ici, on va faire required.true. Et on va ensuite avoir, au niveau du contenu du message, la même chose. Donc, register, contenu, et on va dire que c'est required qui est égal à true. Ensuite, si vous le souhaitez, on va pas aborder ce sujet-là, car sinon la vidéo va vraiment être très longue, mais on peut avoir min-length, max-length, etc., etc., etc. Donc là, nous, on a tous nos champs qui doivent être requis pour pouvoir envoyer ce formulaire. Ensuite, une fois que ce formulaire est envoyé, on va pouvoir récupérer les données. Donc c'est le but de notre prochaine étape, c'est de pouvoir afficher les données reçues. Pour ça, on va avoir besoin d'une méthode. La méthode, on pourrait l'appeler par exemple onSubmitHandler, et on va dire qu'on va réceptionner des données et qu'on va vouloir afficher ces données avec un console.log. Ces données, dans data donc, ce seront les données de notre formulaire bien sûr. Et pour pouvoir récupérer ces données, puisqu'après tout on a tout délégué à React Form, on a besoin de prévenir React Form quelle méthode utiliser pour pouvoir justement transmettre les données qu'il reçoit. C'est tout le but de handle_submit. Et donc, pour que ces données soient transmises, il faut que le formulaire soit envoyé. Et donc on a deux possibilités pour ça. Soit on va sur un champ et on appuie sur Entrée, et dans ce cas le formulaire sera envoyé, soit on clique sur le bouton Envoyer. Dans tous les cas, ce qu'on veut détecter dans notre formulaire, c'est lorsqu'il y a un envoi. Et pour ça, on a un attribut très particulier qu'on peut utiliser sur la balise form, c'est la balise onSubmit. Donc lorsque le formulaire sera envoyé, peu importe le moyen, que ce soit en cliquant sur le bouton, que ce soit en appuyant sur Entrée, on va pouvoir dire qu'on veut appeler handle_submit, et à l'intérieur, on doit passer la méthode qui doit recevoir les données. Et nous, on veut que ce soit onSubmitHandler. Et donc là, maintenant, si je remplis mes données, je devrais voir quelque chose dans mon console.log. Je réactualise, on va dans Inspecter, Console, on voit qu'on n'a aucune erreur pour le moment, donc c'est très bien, je vais agrandir tout ça également un petit peu. Et donc là, maintenant, je vais renseigner mon prénom, mon nom, mon adresse email. On va dire que ce sera elon@spacexploration.com par exemple, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Space Exploration d'ailleurs. Et puis au niveau du contenu, ce sera hello, ou par exemple bonjour, je vous contacte pour construire un site au sujet du programme Rocket. Voilà, pourquoi pas. Et maintenant, quand je clique sur envoyer, dans ma console, on voit que ça fonctionne super bien. On a bien contenu qui contient bonjour, je vous contacte, etc. On a bien l'email, on a bien le nom Musk et on a bien le prénom Elon. Et si on s'amuse par exemple à ne pas remplir de contenu et que je clique sur envoyer, le focus se fait sur mon contenu, sur mon textarea pour me dire ah bah non, bah là ça peut pas le faire. Là t'as pas renseigné de contenu, donc il va falloir que tu rentres quelque chose pour envoyer ce formulaire. Et on voit que s'il manque quoi que ce soit, ma méthode onSubmitHandler n'est jamais appelée. Sinon on aurait eu un console.log avec contenu qui vaut undefined. Alors ce qu'on peut faire, puisque vous savez que moi je vais tout le temps jusqu'au bout des choses dans les formations Believe Me, c'est de faire en sorte que lorsqu'un champ est vide, on affiche un message à notre utilisateur. Un petit message qui dit ah bah oui mais non, mais là par exemple tu vois t'as un petit souci, tu n'as pas rempli la valeur. Alors qu'il faut renseigner par exemple ton prénom ou ton nom, ton adresse email ou ton contenu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais c'est très simple, on a errors juste ici. Et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de errors. Lorsqu'on va avoir quelque chose dans errors
point le nom qu'on a donné, par exemple prénom, si on a errors.prénom, alors ça veut dire qu'on a un problème avec ce champ-là. Et comme nous, on n'a mis qu'une seule règle de validation qui est required, qui vaut true, ça veut dire que la règle required n'est pas valide, et donc que l'utilisateur n'a pas rentré de valeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'en dessous de l'input, donc en dessous de prénom, qui est juste ici, je vais pouvoir utiliser une condition ternaire, donc c'est pour ça que je vais placer 2 accolades pour utiliser du JavaScript, et je vais pouvoir dire s'il y a quelque chose dans errors.prénom, alors je veux pouvoir afficher vous devez renseigner cette valeur. On peut aussi dire votre prénom, hein, ça fonctionne de la même manière. Voilà, maintenant je sauvegarde tout ça. Donc là on a fait cette possibilité que pour le prénom. Mais donc quand je clique sur envoyer, vous voyez que mon message prénom ne s'affiche pas. Par contre ici, vous voyez que j'ai bien vous devez renseigner votre prénom. D'ailleurs c'est peut-être un petit peu trop grand, on va utiliser plutôt small. Voilà, la balise small, de cette manière. Et voilà le travail. Alors rassurez-vous, quand on affiche notre page pour la première fois, ici, si je clique dessus, que je rentre une valeur, vous voyez que, ok, très bien, il n'y a pas de souci, mais si je supprime ma valeur, il ne m'affiche pas forcément mon message d'erreur tout de suite. Donc votre utilisateur a le temps de venir et de retourner en arrière s'il s'est trompé, par exemple, au début de son prénom, en mettant une majuscule, en n'en mettant pas, en se trompant de caractère, sans être tout de suite percuté par un message d'erreur qui dit « Oula, attention, là ça fonctionne pas, il faut que ce champ soit valide ». Non, les messages d'erreur ne sont affichés qu'une fois que l'utilisateur a déjà envoyé une première fois le formulaire. Par exemple, ici, si je clique sur « Envoyer », on a bien le message d'erreur qui apparaît. Donc maintenant, on peut copier ça, on peut le coller en dessous de nom. Donc on va dire si on a une erreur avec la propriété nom, dans ce cas, on va dire « Vous devez renseigner votre nom ». On va faire pareil pour l'adresse email. Donc là, ce sera email. Vous devez renseigner votre adresse email. Et pour le message, on va faire la même chose. Donc là, s'il y a contenu, on veut dire vous devez renseigner votre message. Ou on va dire le contenu de votre message. On sauvegarde tout ça. Et donc maintenant, si je regarde, j'ai bien mes messages d'erreur qui sont apparus. Donc quand vous allez commencer à renseigner des valeurs, par exemple test, le message va disparaître. Et quand vous allez renseigner toutes les valeurs, si je regarde dans ma console, j'agrandis tout ça, je clique sur envoyer, et là on voit que ça s'envoie bien. Donc voici tout l'intérêt de React Hook Form. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a bien récupéré nos données, le but c'est de pouvoir envoyer toutes ces données à SendGrid. Et pour ça, il va falloir qu'on crée notre compte. Je vous invite donc à aller sur sendgrid.com et nous allons pouvoir créer notre compte. Alors, au niveau des prix, c'est gratuit tant que vous ne dépassez pas 100 emails par jour. 100 emails par jour, pour moi, c'est vraiment très généreux. Sinon, ensuite, par exemple, si vous voulez envoyer 20 000 emails par mois, c'est 14 €. Si vous voulez envoyer 100 000 emails par mois, c'est 30 €. Enfin, 30 $. Donc, c'est quelque chose qui... Enfin, je trouve que c'est vraiment pas exagéré. C'est des prix qui sont c'est des prix qui sont plutôt intéressants. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par SendGrid, c'est dommage d'ailleurs. Mais donc rassurez-vous, 100 emails par jour, il faut vraiment y aller. Et si vous dépassez les 100 emails par jour, vous recevrez une alerte qui vous dira « Attention, là vous avez dépassé les 100 emails par jour et il faudra que vous payiez pour pouvoir récupérer les autres emails. » Donc pas de souci de ce côté-là, vous ne serez pas débité si vous dépassez les 100 emails par jour. Donc nous, on va commencer gratuitement. On va rentrer une adresse email, un nom. Il vous demande ensuite de renseigner vos informations, donc vous mettez des informations qui vous concernent. Moi, par exemple, je renseigne pas forcément mes vraies informations pour ce compte-là. Ok, très bien. Hop, 100 000, let's go. On fait 100 millions d'emails par jour. Enfin, en fait, non, on va mettre 0 à 100 000 plutôt parce que sinon, il risque de nous surclasser. Et puis maintenant que c'est fait, nous avons accès à notre dashboard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Email API et Dynamic Templates. Ici, nous allons pouvoir créer des templates dynamiques. Alors, par template dynamique, ça veut dire que vous allez pouvoir créer des emails prêts à l'emploi. Et donc, quand vous enverrez une requête pour utiliser cette template, par exemple la template A, alors ça enverra ce message-là, cet email-là à l'utilisateur, donc au destinataire. Ou alors, vous avez les templates dynamiques avec des variables dynamiques. Et donc, c'est ce qu'on va justement apprendre à faire. Donc, c'est un cran au-dessus. Ça nous permet d'utiliser des templates. Donc, on va pouvoir dire, OK, très bien, je veux mon logo, je veux un titre, je veux un pied de page, je veux un bouton, par exemple, pourquoi pas. Et on va pouvoir personnaliser le contenu de ces emails avec les données que nous auront envoyées nos utilisateurs.
Donc par exemple, on pourra modifier le contenu par le contenu qui sera écrit ici, dans le texte area. On pourra modifier le prénom et le nom par le prénom et le nom de l'utilisateur. Pareil pour l'adresse email. Donc c'est très intéressant. Alors pour ça, on a besoin de cliquer sur Create a Dynamic Template et on va donner un nom. Donc nous, par exemple, ce sera Contact. On va créer cette template. Et maintenant, on a besoin d'ajouter une version. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes fort en HTML, en CSS, ou alors vous avez déjà votre propre template que vous utilisez sur votre projet et vous voulez réutiliser la même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser Blank Template et vous serez amené à ajouter votre HTML et votre CSS. Soit vous utilisez un design proposé par SendGrid. Nous, c'est ce qu'on va faire parce que forcément, c'est un peu plus pratique quand on fait une mini-formation, qu'on utilise tous le même design. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va choisir un modèle plutôt sympa. J'en avais vu un qui était pas mal. C'était celui-là. Donc, Verification Email Template. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le plus simple. Finalement, on va supprimer la partie grisée, on va modifier le logo, on va faire quelque chose de joli. Donc, on va sélectionner cette template et on va avoir le choix entre l'éditeur design, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des glissés-déposés, des modules qu'on pourra mettre à gauche, à droite, ou alors l'éditeur de code. Dans l'éditeur de code, vous allez avoir tout de suite accès à votre HTML. C'est bien, mais je pense que c'est pas forcément le plus pratique. Sachant qu'on peut dans tous les cas accéder au HTML pour ajouter par exemple des variables dynamiques, même avec l'éditeur design. Donc ce que je vous propose de faire, c'est vraiment d'utiliser le design editor. On sélectionne donc le design editor, et là on a donc notre email. Alors je vais agrandir cette fenêtre parce qu'on a pas mal de choses à regarder ensemble. Donc là on a notre email. Comme vous pouvez le voir, on peut modifier un petit peu tout. Si je vais dans Preview, je vois l'email final. Ça fait un bel email. Je peux voir sa version mobile, sa version plein texte également. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de mettre à jour cette template pour pouvoir lui donner un look un petit peu plus corporate, ajouter notre logo par exemple. Je vais commencer par supprimer cette première image. Alors vous voyez qu'on peut accéder au HTML avec les deux chevrons. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite poubelle, hop, ici, pour supprimer du coup cette image-là. Là maintenant, je vais pouvoir modifier mon image, donc je vais la modifier avec une image que je vais choisir. Ce sera le logo Believe Me, donc oui, c'est cette image que je veux utiliser. Maintenant, ce que je veux, c'est réinitialiser ces dimensions, faire une image responsive, donc on va choisir On, et au niveau de la largeur, on va lui donner 31 par exemple. Ok, ça me semble plutôt pas mal en preview, ok, ça donne plutôt bien également, et sur mobile, ok, très bien. Bon, alors on va faire ça. Maintenant, ici, on va changer, on va dire, vous avez un nouveau message. Pourquoi pas ? On va juste réduire la taille du texte qu'on va passer à 30 peut-être. Je pense que ça donne mieux. Oui, vous avez un nouveau message, ok. Donc ici, maintenant, on va supprimer toute la partie grisée. On n'en veut pas de tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Donc là, on a un email, vous voyez, qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné. Au final, ça n'a pas pris franchement beaucoup de temps. Tout ce qu'on a fait, c'est supprimer grâce au module les parties qui ne nous intéressaient pas, modifier notre image. Maintenant, on souhaite modifier ce contenu-là par le contenu qu'on a reçu de notre utilisateur. Pour ce faire, on peut cliquer sur le bouton Show Test Data et ça va nous permettre de renseigner des données de test. Donc, dans ces données de test, on va devoir renseigner du JSON. Le JSON, ça fonctionne par système de coupe d'accolade. On va mettre entre double guillemets contenu, par exemple. On va dire que 2 points, ce sera égal à « Je souhaite créer un site internet pour mon entreprise SpaceX. J'ai entendu beaucoup de bien. » Ah, c'est un exemple très développé. Hein. Beaucoup de bien du programme Rocket. Ah, écoutez, on fait un peu d'autopromotion. Hein. Pouvez-vous me renseigner ? Alors oui, Elon Musk, il a entendu parler du programme Rocket. Hein. C'est un programme qui dure 8 mois, qui est gratuit en plus avec le compte CPF et dont les inscriptions se terminent dans quelques jours justement. Alors, tiens, c'est étrange que j'en parle. On va ensuite avoir un prénom. Donc là, ce sera Elon. Alors vous devez rien voir depuis votre écran, donc je vais zoomer un petit peu comme ça. Je vous en prie, c'est cadeau. On va ensuite avoir un nom, ce sera Musk. Et l'email, on va dire que ce sera égal à Elon, on va dire spaceexploration.com. Bien, ok,
Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça. On est bon? Ok. Alors maintenant que tout ça c'est bon, je vais pouvoir fermer mes variables de test et mon but ça va être de m'afficher ces variables de test ici. Bien sûr, quand on voit les données de test comme ça sous forme de JSON, il faut comprendre qu'en fait, quand on va envoyer une requête à SendGrid, ça va être une requête en JSON qui va envoyer des données sous forme de JSON. Et donc, on va notamment avoir contenu, prénom, nom, email. Donc, ça nous permet de simuler notre email comme si on venait de recevoir une requête. C'est à ça que servent ces données de test. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer le texte qu'on voit là par le contenu qu'on va recevoir? C'est très simple, on va aller dans le HTML. Donc nous ici, on va par exemple avoir toute la balise span qui nous intéresse pas. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va décortiquer un peu le code. Donc là, voilà, on va avoir une première division. On va ensuite avoir une balise span, d'accord, qui est juste ici. Eh bien, tout le reste, vous allez pouvoir le supprimer. Tout ce qu'on veut, c'est la balise fermante du div. Donc déjà, normalement, quand j'update tout ça, je peux cliquer sur confirmer. Il me dit, attention, vous avez supprimé le contenu, etc. Oui, je sais, t'en fais pas. Donc là, maintenant, quand je vais dans Preview, on voit qu'on a bien notre texte. Le problème, c'est que maintenant, il a un fond transparent. Donc je vais rééditer le HTML et je vais ajouter un background color qu'on va mettre à white. On update tout ça, on met à jour. Ici, je vois bien un background color white. Bon, rassurez-vous, on voit qu'en dessous du texte, on a un petit espace gris. En vérité, en prévisualisation, il n'existe pas. C'est juste que là, l'éditeur de module, il est en panique. Il se dit, oula, attends, il modifie le HTML. C'est pour ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher notre contenu. Et pour afficher notre variable contenu, c'est très simple. Ça fonctionne exactement comme Twig. Si vous connaissez Twig, bien sûr. Si vous ne le connaissez pas, on va juste ouvrir deux couples d'accolades, d'accord, comme ceci. Donc on a bien deux couples d'accolades, et à l'intérieur, on va vouloir placer notre variable à ajouter. Nous, ce sera contenu. Je peux cliquer sur Update, et quand je regarde mon email, maintenant j'ai mes doubles accolades contenu. Mais quand je vais dans la prévisualisation, maintenant je vois mon texte. Alors ce qu'on peut voir par exemple ici, c'est qu'on a un problème de padding. Donc on va retoucher au HTML. On va mettre un padding, alors peut-être pas ici, moi j'aime bien les placer devant. On va faire un padding de 15 ou 17, non allez 15 pixels. On met à jour. Et donc là maintenant normalement quand je vais dans la prévisualisation, on voit qu'on n'a plus ce problème là. Donc voici le genre d'email qu'on va recevoir actuellement. Seulement en personnalisant le contenu. Donc nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est personnaliser le bouton. Donc là, par exemple, ce sera un bouton répondre. Et au niveau de l'URL, là, on peut directement passer par cette petite boîte de dialogue sur le côté et on va pouvoir préciser email. Alors, on va même aller un petit peu plus loin. On va dire mail to, et entre double accolade, on va dire email, puisqu'on reçoit l'email également. Donc là, je peux fermer. Et donc, normalement, quand je vais dans Preview, si je passe au-dessus de répondre, on voit que tout en bas de mon navigateur, j'ai mail to elon@spexploration.com. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais modifier également la couleur. Je veux que ce soit 613 BDB, qui est la couleur de Believe Me. Ici, pareil, pour la bordure. Et pour le texte, on va utiliser FFF. C'est quand même mieux. Bon, écoutez, rien qu'avec ça, on a déjà un email qui est vachement sympa. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est très classe. Ça donne vraiment envie de recevoir des communications de la part de nos utilisateurs. Ce que je vous propose, par exemple, de faire maintenant, c'est d'avoir son prénom et son nom. Ça peut être quand même intéressant. Donc, pour ce faire, on va aller dans Build et nous allons ajouter un texte. Donc, je vais ajouter un texte. Alors, en dessous de contenu, au-dessus de l'espace blanc qu'on voit là. D'accord? Donc vous avez répondre, vous avez drag module here, l'espace blanc qui est un spacer qu'on va ajouter après et on va le mettre juste en dessous du contenu. Maintenant ici, on va dire par exemple information, alors en gras, ça peut être sympa. On va ajouter un padding de 18 pixels ici aussi, même si je pense que de toute façon ça va être effacé car on va toucher au HTML après. Et donc là maintenant, si je regarde la prévisualisation, j'ai bien information juste là. Maintenant, on peut faire en sorte d'avoir le même espace en haut et en bas au niveau du bouton. Ici, par exemple, on voit que le spacer fait 20 pixels. Ici, il fait 50 pixels. Donc, on va dire qu'on veut un spacer de 20 pixels.
Là, au moins, on a un bouton qui est plus homogène, plus sympa. Vous pouvez aussi carrément retirer, si vous le souhaitez, le background pour juste avoir le bouton répondre. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Maintenant, moi, j'ai envie d'ajouter un spacer en dessous du contenu. Parce que là, je trouve que le texte est trop collé par rapport au bord. Donc, pour ajouter un spacer, on va dans Build, Spacer, et en dessous de contenu, juste là, donc entre contenu et information, on va ajouter un spacer de 30 pixels, ça me semble plutôt bien. Alors par contre, ce spacer, on va pas le mettre en auto, on veut la couleur blanche. Et donc là, quand je vais dans Preview, j'ai un espace en dessous. Je trouve que c'est plus sympa. Ok, très bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos prénoms et nos noms. Donc, pour faire ça, on va aller ici, comme ceci. Ah bah oui, même sur SendGrid, on indente bien. On va avoir une division qui va contenir nos informations. Je vais ajouter un margin top de 17 pixels pour bien séparer les informations du titre. Et donc là, je vais avoir mon prénom et mon nom. Donc je vais avoir prénom et je vais avoir span avec un style font weight à bold pour le nom. Et je vous recommande de faire ça pour le nom. Au moins, vous savez dissocier le prénom du nom de vos utilisateurs. Parce que certains de vos utilisateurs auront un prénom et un nom qui peut se ressembler, par exemple Clémentine Richard ou des choses comme ça. Et donc, vous ne savez pas forcément comment l'appeler. Est-ce que vous dites bonjour Madame Clémentine, bonjour Madame Richard? Voilà, cette petite astuce vous permet de savoir quel est le nom de famille de votre utilisateur. Donc là maintenant on peut update, alors on risque d'avoir des modifications au niveau du style à faire, c'est pas très grave, on est là pour ça. Donc là par exemple dans le preview on voit que c'est trop collé. Donc ce que l'on peut faire c'est qu'on va ajouter à côté de Font Family Inherit un padding qu'on va placer à 15 pixels. On met à jour tout ça. Et quand je réduis, normalement on a quelque chose de super joli. Voilà à quoi va ressembler notre email. Écoutez, je pense que ça va être vraiment très sympa. On va pouvoir récupérer le contenu du message, on va pouvoir récupérer le prénom, le nom de notre utilisateur et on va pouvoir récupérer son adresse email. Si vous le souhaitez, on peut aussi, au cas où ce bouton ne fonctionne pas sur certains emails, on peut ajouter ici un tiret avec l'email. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez rajouter même un lien à ref mail to 2 points. Là, ce sera email. Et ici, vous aurez votre email. Donc, ça peut être intéressant. Au moins, vous êtes sûr que même si le bouton ne fonctionne pas, vous aurez un moyen de répondre très facilement à votre email. Donc là, maintenant, si je vais dans Preview, j'ai bien Elon Musk et son adresse email. Je pourrais répondre en cliquant sur l'adresse email ou en cliquant sur le bouton répondre. Et si les liens ne fonctionnent pas, parce que les règles du gestionnaire d'email sur lequel je suis font que les liens ne fonctionnent pas, c'est tout à fait possible, j'ai qu'à faire copier-coller. Et voilà le travail. Bon, on a fini notre template sur SendGrid, c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser cette template pour pouvoir envoyer un email à notre service client. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien déjà, on va sauvegarder notre template, ça me paraît être intéressant. Donc maintenant, pour utiliser cette template, avec ce template ID qu'on peut retrouver là, on a besoin de passer par une API. Et ça tombe bien, Next.js propose un système d'API unique qui nous permet de faire des requêtes sur le serveur, donc qui ne sont pas accessibles au niveau du navigateur de nos clients. Ce qui veut dire qu'on peut y mettre sans aucun problème des clés API, des identifiants de connexion, ce genre de choses. Le code JavaScript qu'on va renseigner dans ce dossier API ne sera jamais lu par nos utilisateurs. Et c'est quelque chose qu'on voit très en profondeur dans la formation Next.js. Donc là, par exemple, on va supprimer hello.js, on n'en a pas besoin du tout. On va plutôt à la place créer contact.js. Donc quand on ira sur /API/contact, on va pouvoir envoyer une requête à SendGrid. Alors comment ça fonctionne? Eh bien la convention veut qu'on utilise export default function avec le nom handler. C'est la convention. La convention veut que ce soit handler. Bien sûr, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. En tout cas, ne mettez pas de majuscule puisque nous ne sommes pas dans une page ou dans un composant. Et ici, on va avoir une requête et une réponse. Et ça vous fait peut-être penser à Node.js ou à Express si vous connaissez ces deux-là. Car ça fonctionne à peu près de la même manière. On va ensuite pouvoir, par exemple, vérifier si la requête, donc la méthode utilisée, est différente de post. Alors dans ce cas, je vais vouloir retourner une erreur en disant oui mais non, mais la méthode elle est invalide. Comment est-ce qu'on peut faire ça?
il suffit de dire qu'on va renvoyer une réponse, point status, avec une erreur 405, et avec un JSON, on va dire que message contiendra le code invalid method. Pour éviter d'exécuter le code qu'il y a à la suite, on va mettre un return. Et rien qu'avec ça, vous avez le fonctionnement d'une API avec Next.js. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la requête, et donc qui dit accéder à la requête dit accéder à rec.method pour savoir la méthode, rec.body pour avoir les informations qu'on récupère, par exemple le prénom, le nom, l'email, le contenu. Et res veut dire qu'on va pouvoir renvoyer une réponse avec un code de statut, donc un code 200 si tout va bien, un code 405 si la méthode est invalide par exemple, et avec .json on va pouvoir passer des paramètres supplémentaires pour pouvoir, s'il y a une erreur, savoir quelle est l'erreur en question et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc là déjà rien qu'en faisant ça, on est sûr qu'on a uniquement des méthodes post, sinon on va donner une erreur 405 à nos utilisateurs et donc ils ne pourront pas exécuter notre API ni envoyer de requête à SendGrid. Donc là maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir une partie variable. On va vouloir récupérer notamment le prénom, le nom, l'email et le contenu depuis rec.body. Par exemple, et on va le faire après, quand on utilisera fetch, on va préciser la méthode ce sera post, on va préciser les headers avec application JSON et on va préciser body pour passer des paramètres. Eh bien, c'est exactement ce body qu'on a ici. Donc c'est de cette manière qu'on peut récupérer les informations. Vous voyez, finalement, tout est lié. Ensuite, on va donc vouloir tester s'il manque une de ces variables. Donc si une de ces variables est vide, parce que rien ne dit que notre utilisateur ne peut pas envoyer une requête post en passant par notre API, ou alors même ne peut pas bidouiller notre JavaScript sur notre site internet. Donc si une de ces variables n'est pas définie ou est vide, alors dans ce cas, on voudra retourner une erreur. Donc là, si prénom, point d'exclamation. Donc si prénom est vide ou undefined. Ou alors nom, ou email, ou contenu. Alors on va vouloir retourner une réponse avec un statut 400 et avec un JSON qui contiendra une propriété message et ce sera invalid parameter. De cette manière. On n'oublie pas le mot-clé return pour éviter d'exécuter la suite du code, ce qui serait catastrophique. Et maintenant qu'on sait qu'on a bien prénom, nom, email, contenu, ce qu'on a envie de vérifier, c'est de voir si la syntaxe de l'email est correcte ou non. Alors pour ça, je vous ai préparé un CodePen. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous invite à y aller puisque la regex est plutôt gigantesque. Surtout que c'est pas une regex que moi-même j'ai créée. Je vous avoue que les regex, j'ai un peu de mal. Et donc, je vous invite à aller récupérer cette regex-là et à la coller. Donc vous allez avoir une variable pattern qui va contenir le pattern. Et grâce à ce pattern .test, et entre paramètres à la méthode test, on va pouvoir passer l'email en question, donc l'email qu'on récupère depuis reg.body. Si de base test renvoie true, c'est que l'email passe dans ce pattern et donc que l'email est valide. Mais nous, on veut, si l'email est invalide, retourner une erreur avec email syntax incorrect. Et donc pour ça, on va mettre un point d'exclamation pour avoir le contraire. Donc c'est aussi simple que ça. Ici, on a donc la syntaxe adresse email. Bien, écoutez, là on a une syntaxe d'adresse email qui est tout à fait correcte. On a également des variables. On a les 4 variables qu'il nous faut. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de transformer les retours à la ligne pour le HTML. Parce que oui, en fait, par défaut, lorsque l'on va envoyer notre contenu, il faut garder à l'esprit qu'avec un Textaria, quand on fait un retour à la ligne, par exemple avec JavaScript, et qu'on va récupérer cette valeur-là, on va avoir /n pour faire un retour à la ligne, ou alors /r, /t. Et c'est un peu problématique parce que quand on va vouloir afficher ce code dans SendGrid, il va pas nous faire les retours à la ligne. Parce que nous, pour faire un retour à la ligne avec le HTML, il faut qu'on ait le bloc BR, la balise break avec le chevron ouvrant, BR et le chevron fermant. Donc pour pouvoir transformer tout ça, ce que je vous propose, c'est de passer par 4 replace, donc 4 méthodes replace. On va donc avoir une constante qu'on va appeler message, qui sera égale à contenu. Contenu, je vous le rappelle, c'est ce qu'on récupère depuis reg.body.
Et on va dire que ce sera .replace. Là, on va dire slash anti/slash n globalement, donc dans tout le contenu. On va vouloir le remplacer par une balise break qu'on va coupler avec un autre replace. Donc, je vais vous le mettre ici, mais ce sera un réindenté par prettier de toute façon. Donc, si on a slash anti/slash r au niveau global, alors dans ce cas, on veut transformer avec un break également. Sinon, si on a slash anti/slash t au niveau global, alors on veut également le remplacer par un break en HTML. Et puis enfin, il y a un dernier cas de figure. Imaginez que notre utilisateur s'amuse à mettre du HTML dans sa réponse, dans son contenu. Le problème qu'on va avoir, c'est que s'il met un break, on risque de très mal le supporter. Et donc pour éviter ce genre de problème, je vous propose de supprimer toutes les balises break qui pourraient y avoir dans le contenu de notre utilisateur. Et donc pour ça, on va utiliser replace avec une regex que je n'ai pas du tout inventée, que j'ai trouvé sur internet également et que j'utilise dans mes projets, qui fonctionne très bien. Alors accrochez-vous, c'est slash le chevron ouvert. Et ici, du coup, on va avoir donc un chevron ouvert, un chevron fermant avec une parenthèse. Ça représente la balise HTML. Et donc, à l'intérieur, on va vérifier avec un point d'interrogation, un point d'exclamation. S'il y a BR, anti/slash S, avec une étoile. Et puis, on va ensuite vouloir vérifier anti/slash, slash, point d'interrogation. On peut quitter notre parenthèse. Et là, on va vouloir ouvrir les crochets, donc un tableau de crochets, avec un accent circonflexe, un chevron fermant. On peut sortir de notre tableau, on fait un plus, on ferme avec le chevron fermant, et tout ça au niveau global également. Alors c'est du chinois, hein, je suis assez d'accord avec vous, quand on ne connaît pas bien les regex, et même quand on est très très bon en développement, les regex c'est vraiment la patte noire de beaucoup de développeurs, en tout cas c'est la mienne. Donc là, je vous propose de mettre la vidéo en pause éventuellement, et de récupérer cette regex. Elle est plus courte que celle pour l'adresse email. Jugez-vous heureux quand même. Allez, je sauvegarde tout ça. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer notre message ainsi que notre prénom, notre nom, notre email à SendGrid. Pour ça, l'équipe de SendGrid, donc je vais ouvrir un nouveau terminal en appuyant sur la petite icône qui est là, a développé une librairie qui permet de dialoguer plus facilement avec son service. Donc il nous suffit d'installer npm install et on va avoir SendGrid/mail. On peut appuyer sur Entrée et ça va nous installer cette nouvelle librairie. Donc je peux maintenant fermer mon terminal, voilà, et on va pouvoir l'ajouter. Donc tout en haut, nous allons avoir notre librairie. Et on va pouvoir importer SendGrid Mail. Alors moi je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez, ou Japon, ou peu importe. C'est un export default. Depuis SendGrid/mail. Ok, très bien. Bon, pour commencer, on veut renseigner, donc donner la clé API. Bah oui, pour dialoguer avec SendGrid, pour dialoguer avec nos templates dynamiques, on n'a pas envie que tout le monde puisse y accéder. Donc on a besoin de spécifier la clé API. La clé API, on peut la retrouver sur SendGrid en allant dans Settings et dans API Keys. Ici, on va pouvoir créer une nouvelle clé API, donc on clique sur Create API Keys. Alors, voilà. On veut un accès complet et on va donner un nom, on va dire que c'est pour projet. Pourquoi pas. Allez, on la crée, on la prend, elle est copiée, on fait down. On peut mettre tout ça de côté. Voilà. Et puis donc maintenant, on va pouvoir renseigner SendGridMail.setAPI-Key. Et là, vous avez deux possibilités. Rien n'est dérangeant, vous pouvez placer, alors entre double guillemets bien sûr, votre clé API de cette manière. Puisque de toute façon, tout ce qui est exécuté dans notre API avec Next.js est exécuté du côté du serveur. Donc cette clé API, ne vous en faites pas, elle ne sera pas récupérée par vos utilisateurs. Ou alors, il y a une autre méthode qui est plus propre, qui consiste à passer par les variables d'environnement. Vous savez comment je fonctionne, je veux tout le temps vous montrer ce qu'il y a de mieux. Donc, on va passer par les variables d'environnement. On va aller dans next.config.js, on va avoir env, qui est un objet, et on va pouvoir, par exemple, avoir key SendGrid. On va faire égale, guillemets double, et on colle notre clé API. Ensuite, maintenant, il faut qu'on relance. D'ailleurs, vous le voyez, il nous laisse un message ici. Il faut qu'on relance notre serveur de développement.
Sinon, il ne peut pas accéder à la clé API qu'on vient de définir, donc à la variable d'environnement. Et donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est que dans cette API key, comme ça s'exécute au niveau du serveur, je peux accéder à process.env.key_SendGrid. Et bien sûr, vous pouvez donner le nom que vous voulez, ça dépend de ce que vous avez donné dans nextconfig.js. Ok, très bien. Bah écoutez, maintenant on est connecté à SendGrid, c'est super. On va maintenant pouvoir créer notre email. Donc on va avoir une valeur, je vais vous donner un petit commentaire. Donc création du message. Donc on va dire qu'on aura une constante qui s'appellera SendGrid mail, par exemple. Ce sera un objet JavaScript et à l'intérieur on va avoir tout. Tout, c'est l'adresse email de destination. Donc, nous on veut que ça s'envoie à hello@believeme.com par exemple. Attention, mettez votre propre adresse email ou je sais pas quoi, une adresse email qui vous intéresse. Si c'est possible d'éviter d'avoir 10 000 emails par jour parce que j'ai fait une formation qui utilise cet email-là, ça pourrait être cool. Parce qu'après, ça va devenir ingérable. Donc, utilisez votre propre adresse email et puis au moins, vous pourrez vérifier si votre code fonctionne bien puisque vous recevrez un email du coup, une fois que l'API sera appelée. Donc ça, c'est le destinataire. Si vous souhaitez créer un système où on envoie un code de vérification à vos utilisateurs, bah là, vous mettrez l'email de votre utilisateur. Ensuite, on a from, et là, attention, là, c'est un petit peu différent. Là, c'est pas ce qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire, bah attends, l'utilisateur qui m'envoie un email, c'est email. Dans ce cas, je mets from de point email. Non, pas vraiment. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, SendGrid a un système de sécurité qui fait que si vous ne détenez pas l'adresse email en question, et si SendGrid n'est pas certain à 3000% que vous détenez l'adresse email en question, il ne va pas envoyer votre email. Bah oui, ce serait très simple de dire contact@apple.com ou alors hello@créditagricole.com et se faire passer pour le Crédit Agricole par exemple ou pour Apple en disant waouh allez vas-y on t'offre un iPhone t'as gagné, ou en disant bah attention il y a eu une activité suspecte sur votre compte, veuillez vite vous connecter en rentrant votre mot de passe par exemple. Et c'est comme ça qu'on chope les mots de passe des gens qui ne sont pas forcément bien informés sur les techniques de spamming. Donc évidemment, on peut pas se faire passer pour n'importe quelle adresse email, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre from de point email. Il faut que from ce soit une adresse email que vous déteniez. Alors là, vous avez deux possibilités. La méthode courte, c'est de mettre l'adresse email que vous avez utilisée sur SendGrid. Si vous avez bien validé votre compte, ça devrait fonctionner. Ou alors, vous êtes dans ma situation également et vous voulez utiliser une autre adresse email. Par exemple, moi, j'aimerais bien utiliser louisnicolas@believeme.com. Comme ça, si quelqu'un dans votre service client répond à l'email, ce sera envoyé sur louisnicolas@believeme.com par exemple, ou peu importe. Mais ça peut être utile de préciser à qui doit être envoyée la réponse si quelqu'un répond à votre email. Donc, pour faire ça, on peut aller sur SendGrid. Pareil, dans Settings, nous avons Sender Authentication. Et ici, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser un domaine. Donc, par domaine, j'entends que vous souhaitiez dire que toutes les adresses à @votredomaine.com, par exemple, soient valides. Donc, comment ça va fonctionner? Il va vous demander de vérifier via les DNS si vous avez bien accès à ce domaine-là. Et si vous avez bien accès au DNS, c'est qu'effectivement, vous êtes le propriétaire du domaine. Donc, ça peut être très intéressant si, par exemple, comme Believeme, vous avez louisnicolas@believeme.com, clara@believeme.com, David, etc. Le SAV. Enfin, vous avez plein d'adresses email que vous souhaitez utiliser avec SendGrid. Dans ce cas, authentifiez directement votre domaine. Par contre, si vous avez quelques adresses email et qu'en plus vous possédez pas forcément le domaine, par exemple, si c'est une adresse email Gmail, dans ce cas, il faut passer par le Single Sender Verification. Donc moi, j'ai déjà vérifié louisnicolas@believeme.com, mais ici, vous suffit de faire un Verify a Single Sender. Vous mettez votre nom. Donc là, par exemple, ça pourrait être Elon Musk. Ce sera le nom qui sera affiché lorsque quelqu'un recevra votre message et que dans From, vous aurez mis cette adresse email-là, par exemple Elon Musk@believeme.com, par exemple. Au niveau de reply, du coup, à quelle adresse est-ce que vous voulez répondre? Vous voulez répondre également, généralement, à la même adresse, donc Elon Musk@believeme.com. Dans Company Name, vous allez mettre 9 rue de Californie ou peu importe, votre adresse. Ça, c'est important.
parce que c'est pour toutes les techniques de spamming. C'est-à-dire que quand vous envoyez un email maintenant avec le RGPD, il faut qu'il y ait l'adresse postale, en tout cas si vous souhaitez pas avoir de problème. Et dans pays, on va dire France. Au niveau de nickname, on va dire Elon Musk. Voilà. Donc là, vous pouvez le créer et en cliquant sur Create, il va vous envoyer un email qui va vous demander de confirmer que vous souhaitez bien utiliser cette adresse email-là avec votre compte SendGrid. Donc là, par exemple, elonmusk@believeme.com, si je clique sur Create, va recevoir un email et si je clique sur le lien qu'il y a dedans, alors cette adresse email-là sera vérifiée et je pourrai voir Verified avec un V à côté. Ok ? Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour ajouter des emails que vous n'avez pas forcément lorsque vous avez créé votre compte. Et donc là, maintenant, je peux dans From utiliser louisnicolas@believeme.com sans aucun problème. Ensuite, ce qu'on va vouloir préciser, c'est le template ID. Et le template ID, on retourne sur SendGrid, c'est ceci. Quand je vais dans Email API, j'ai un template ID dans Contact, là. Ça, c'est mon template ID. C'est-à-dire que je vais devoir préciser parmi toutes les templates que j'ai, laquelle je souhaite utiliser. Donc moi, c'est celle-ci, Contact. Donc je vais donner ce numéro-là. Donc là, maintenant, je vais renseigner mon numéro. Alors, donc ici, on renseigne le numéro. Et c'est tout. En soi, si on n'avait pas de variable dynamique, on pourrait s'arrêter là et l'email serait prêt à être envoyé. Attention, j'ai pas dit qu'il serait envoyé, j'ai dit qu'il serait prêt à être envoyé. Car après, il va falloir envoyer ce mail. Mais en soi, on peut s'arrêter là. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin en proposant des variables dynamiques. Donc, pour proposer des variables dynamiques, on a besoin de préciser Dynamic Template Data. Et tout ça, ce sera un objet. Donc là, on va avoir prénom qui sera égal à 2 points prénom, donc le prénom qu'on reçoit ici. Et attention, je dis bien prénom, d'accord ? C'est-à-dire qu'ici, dans SendGrid, moi, j'ai précisé, lorsqu'on a fait nos templates, donc là, si je vais éditer tout ça, Preview, je pars du principe que je vais avoir contenu, prénom, nom, email. Donc attention, respectez bien ça, parce que sinon vous n'allez rien recevoir et au final, il ne sera rien affiché lorsque vous recevrez votre email. Donc prénom, ce sera égal à prénom. On va également avoir nom qui sera égal à nom. On va avoir email qui sera égal à email. Et on va avoir contenu. Attention, contenu qui sera égal à message. Décidément. Pourquoi ? Parce qu'on a bien précisé qu'on s'attendait à avoir contenu sur SendGrid et parce qu'on ne veut pas envoyer directement contenu. On veut envoyer le contenu avec toutes les balises break qui ont été ajoutées. Donc on veut renvoyer la variable message. Attention donc. Et puis c'est tout. Là maintenant, on peut communiquer. Donc communiquer, envoyer une requête, communiquer. Bon, on peut dire SendGrid en fait, tout simplement. On peut dire à SendGrid d'envoyer notre mail. Alors là, on va utiliser une syntaxe un petit peu étrange, que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser tout le temps. On va utiliser une fonction anonyme asynchrone exécutée dans l'immédiat. Alors comment ça fonctionne ? On va avoir un premier couple de parenthèses, un second couple de parenthèses, un point virgule. J'ai l'impression de faire du piano. Il faut vraiment que j'arrête de faire autant de piano. Donc, on va avoir 2 couples de parenthèses et un point virgule. Dans le premier couple de parenthèses, on va avoir notre fonction asynchrone. Et le second couple de parenthèses n'est là que pour dire « Ok, cette fonction anonyme, tu me l'exécutes right now. Tu me l'exécutes tout de suite. » C'est tout. Donc là, on va juste avoir une fonction asynchrone tout à fait classique qui n'aura pas de paramètres. On fait une fonction asynchrone fléchée, bien sûr, une fonction anonyme asynchrone fléchée. Waouh, plus on avance, plus il y a de mots, dis donc. Et là, on va juste faire un try catch. Parce que bien sûr, s'il y a un problème de communication avec SendGrid, parce que les serveurs de SendGrid ne fonctionnent plus, nous, on n'a pas envie de faire planter notre site. On a envie de renvoyer un statut 500 en disant dans Message Error with SendGrid. Ok, ça me semble correct. On fait un return pour ne pas exécuter le reste du code. Et ici, de la même manière, on va envoyer notre email. Donc on va utiliser sendgridmail.send et là on va pouvoir passer sendgridmail de cette manière. Maintenant, si je vais sur send, on voit qu'ici c'est une promesse, donc j'ai besoin d'attendre.
Donc on va utiliser await. C'est pour ça qu'on utilise async. Ok, très bien. Bah, si tout fonctionne bien et qu'on arrive ici, dans ce cas, on a un statut 200 et on pourra dire email send successfully. Voilà, bah écoutez, notre API est normalement terminée. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'erreur. On verra, bien sûr, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Donc nous, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller dans contact.js, on va retirer le console.log, et on va vouloir à la place appeler notre API. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser fetch, on va dire qu'on va aller sur /API/contact, parce que là, on est dans le dossier API, là, on est dans le fichier contact, donc ça fonctionne comme pour le dossier pages, on est dans le dossier pages d'ailleurs. Et puis enfin, on va vouloir paramétrer tout ça. Au niveau de la méthode, on veut utiliser post. Au niveau des headers, on veut préciser qu'on envoie, donc content type, on veut préciser que c'est du JSON, donc application/JSON. Et dans body, eh bien, on va préciser JSON.stringify data. Parce qu'on va justement envoyer du JSON avec toutes les données qu'on reçoit depuis React Hook Form. Ok, très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est attendre que cette requête se termine. Donc je vais faire const response est égal await fetch. Et donc comme j'utilise await, je vais devoir ajouter async devant mes données. Ce que je veux maintenant faire, c'est avoir un résultat. Donc je vais faire const result est égal await response.json. Donc le fait de faire ça, ça veut dire qu'on va attendre de réceptionner les données de notre API, donc notamment la propriété message. Et ensuite, si dans response, et je dis bien dans response, attention, pas dans result, dans response, si nous n'avons pas la propriété OK, c'est qu'on a un problème. Parce que par défaut, si les requêtes fonctionnent bien, alors on a cette propriété OK qui est ajoutée dans response, pas dans result, attention, hein, dans response. Et donc, si on ne l'a pas, c'est qu'il y a eu un problème. C'est pour ça qu'on met un point d'exclamation devant, pour pouvoir être sûr qu'on exécute ce code seulement s'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, là, on va faire un console.log error. Sinon, on va vouloir vider le formulaire, afficher un message de succès. Voilà. Et nous, pour l'instant, on va se contenter d'un console.log parfait. Ou OK, par exemple. Juste OK. Ça suffira largement. Ok, très bien. Alors là, maintenant, on a quand même quelques petites choses que j'ai envie d'améliorer avec vous, avant qu'on essaye de voir si tout ça fonctionne. C'est qu'actuellement, si quelqu'un clique 5 fois sur notre bouton envoyer, il va envoyer 5 fois le même email. Ça, c'est un petit peu problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un state. Donc, on va faire import, use state. Après tout, on peut utiliser ça également, on est dans React. On va dire qu'ici, on aura un state, ce sera const isLoading et set isLoading. Par défaut, ça vaudra false. Et donc, le but, ça va être de faire en sorte que ceci ne sera exécutable que si isLoading vaut false. Donc, si on est déjà en train d'envoyer l'email, on n'a pas envie que l'utilisateur puisse renvoyer une requête derrière. Sinon, parfois, on va se retrouver avec 5 fois le même email, voire 15 fois s'il clique 15 fois d'affilée et que ça prend plus de temps à s'envoyer. Ce qui est vraiment très mauvais. Donc là, on va dire que si isLoading vaut true, alors on ne fait rien. Par contre, si ça vaut false, alors on peut exécuter la requête. Et on va commencer par mettre set isLoading à true. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire set isLoading false, une fois qu'on aura attendu le résultat. Ok, très bien. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est si on est en train de charger, alors on va vouloir, pourquoi pas cacher le bouton là. Donc là, par exemple, après vous pourrez bien sûr ajouter un spinner, ce genre de choses. C'est très simple à faire, mais j'ai pas envie d'alourdir cette vidéo qui est déjà immense. Donc là, on va dire si isLoading, alors dans ce cas, on veut afficher le bouton. Et j'ai bien mis un point d'exclamation devant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce raccourci, la double perluette, ça veut dire que si ici ça vaut true, et le JSX vaut tout le temps true. Du coup, ça affichera tout le temps le JSX. Si en tout cas ce qu'il y a à gauche vaut également true. C'est un raccourci comparé à faire deux points, enfin point d'interrogation plutôt, et 2 points, ici on met nul. Vous voyez, c'est un raccourci, c'est plus propre. Voilà, bon, c'était juste pour votre culture perso et pour
que vous vous améliorez avec votre code. Ok, très bien. Donc là, normalement, quand on envoie un message, bah, il ne devrait pas recevoir, il ne devrait pas pouvoir, notre utilisateur, renvoyer d'autres messages parce que justement, on aura caché le bouton envoyer. Allez, on va tester tout ça. Donc là, maintenant, je vais avoir ma console. Alors, je vais réactualiser la page. On va dans la console, on n'a pas d'erreur pour le moment. On va dire qu'on a Elon Musk via elon@spacex.fr par exemple. Allez, hello, je veux plus d'informations sur le programme Rocket. Place limitée. Ok, bon allez, j'arrête. On va cliquer sur envoyer, on va espérer que ça fonctionne et on va espérer que le bouton se cache également. Allez, je clique sur envoyer, le bouton se cache. Ah, on y a cru, hein. On y a cru, mais on a visiblement un problème, une erreur 400. J'ai regardé un petit peu partout et en fait, le problème vient de la page contact.js. Bah, en fait, j'ai écrit headers, quelque chose comme ça, sans le E. Donc, ajoutez le E si vous aussi vous avez fait cette erreur, mais ça m'étonnerait. Donc là, maintenant, si j'essaye, je clique sur envoyer. On voit OK. Parfait. Si je vais dans mes emails, magnifique. Écoutez, je vais vous montrer ça. Voici l'email en question. Alors, c'est pas parfait. On voit notamment que les BR ne sont pas prises en compte. C'est normal. C'est une sécurité qu'on doit désactiver dans SendGrid. Je vais le faire juste après. Mais en tout cas, on voit que notre formulaire fonctionne bien. Ce qu'il nous restera juste à faire, c'est afficher un message de succès et vider le formulaire. Mais ça, on va le faire après qu'on ait réglé ce petit souci de BR. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut aller sur SendGrid, qui est juste ici. On va aller dans notre template, juste ici, et on va en profiter d'ailleurs pour modifier le titre, d'accord? Par exemple ici, Thanks for signing up Jane. Bon, on n'a pas vraiment envie que ce soit ça notre sujet, mais plutôt vous avez un nouveau message. Donc vous avez un nouveau message. Et là on pourra dire mon super projet. Moi je vais dire par exemple Believe Me. Ok, et du coup, ici, au niveau de notre contenu, donc par exemple, alors nous, c'est surtout pour le contenu qu'on veut ajouter du HTML, pas pour prénom ni pour nom. Ici, on peut aller modifier le code, donc ici. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'avoir deux couples d'accolades, on va en ajouter un troisième. Donc en ajoutant 3 couples d'accolades, vous dites à SendGrid, ok, là par contre, j'accepte aussi le HTML. On peut sauvegarder tout ça. Et maintenant, quand je reviens sur mon projet, je clique sur envoyer. Là, ça s'envoie. Quand je retourne maintenant sur mes emails qui vont apparaître juste là, je vois bien, vous avez un nouveau message et je vois bien le retour à la ligne. Donc, vous avez un nouveau message et là, on voit bien le retour à la ligne pour le texte. Donc voici comment ça fonctionne finalement. C'est vraiment pas compliqué. Vous voyez qu'on a réussi à faire en sorte que nos emails partent grâce à JavaScript. Je vous ai montré également comment est-ce qu'on pouvait faire pour accepter le HTML. Et au final, le replace qu'on a utilisé ensemble, vous savez, le dernier, nous protège du fait qu'on utilise des balises en gras ou ce genre de choses. Parce que ça va retirer justement ce type de balises. C'est-à-dire que le replace qu'on a utilisé là va faire en sorte que toutes les balises HTML, à part la balise break, c'est pour ça qu'on a break à l'intérieur ici, va se transformer, alors pas en balise break, mais en du vide. Et donc en faisant ça, là, si je retourne sur le projet, on va dire que je vais mettre plus en HTML, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui s'inquiètent et je peux comprendre. Si on clique sur envoyer, maintenant je récupère l'email, et bien vous voyez que quand je regarde mon email, le plus n'est pas en gras. Donc voici comment ça fonctionne et voici pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce tout dernier replace. Ok, très bien. Écoutez, maintenant, on va essayer de vider notre formulaire, ça pourrait être cool, et d'afficher un petit message de succès. Alors pour le message de succès, c'est pas compliqué. On va dans contact.js du dossier pages, on va ajouter un autre state, is sended, set is sended est égal à useState false. Et donc là, on va dire, ok, très bien, on va afficher le message de succès, set is sended, on va le mettre à true. Si ça vaut true, alors dans notre formulaire, ici, on va vouloir avoir is sended
double éperluette, et là on aura un paragraphe. Votre message a bien été envoyé avec succès. Nous vous répondrons rapidement. Attention ici, j'avais oublié un D. Ok, on va tester tout ça. elon@muskcorporation.fr, pourquoi pas, avec .fr. Test, envoyé. Et là, on a bien, votre message a bien été envoyé avec succès, nous vous répondrons rapidement. Donc ça fonctionne super bien. Bien sûr, vous pourrez le styliser, ajouter d'autres choses si ça vous intéresse. Là maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire en sorte qu'on vide ce formulaire si on n'a plus besoin de l'utiliser. Alors comment est-ce qu'on fait pour réinitialiser un formulaire? Déjà, on va vouloir le faire ici et on a besoin d'appeler reset. Maintenant, ici, je peux dire reset. C'est tout. Donc là maintenant, si je réactualise, j'envoie un email, allez, depuis le gouvernement, pourquoi pas. On appuie sur envoyer, c'est envoyé, et vous voyez qu'on a le message de succès et que le formulaire est vidé. Bon, et bien écoutez, voilà, je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait qu'on voit ensemble. Voici en tout cas comment vous pouvez envoyer un email très facilement avec SendGrid. Vous voyez, c'est pas compliqué. On commence par créer un formulaire, évidemment, par récupérer les valeurs, c'est pas compliqué. Ensuite, on va créer un compte sur SendGrid. Nous, on l'a déjà, donc vous pourrez le réutiliser pour vos autres projets. On va créer une template dynamique. Après, soit vous y intégrez des variables dynamiques ou non. Si vous voulez y intégrer des variables dynamiques avec du HTML, il faut utiliser 3 couples d'accolades, sinon vous en utilisez seulement que 2 et ça ira parfaitement, ça fera parfaitement le travail. Et puis, ce qu'il faudra ensuite faire, c'est faire en sorte d'envoyer une requête en utilisant l'API de SendGrid. Et ce sera tout. Tout ce que vous devrez renseigner, c'est l'ID de la template, suivi des informations dynamiques si vous en avez ou non. Et le reste, ça reste du JavaScript, donc du React, du Next, du Vue, du Angular. Ça reste très classique. Finalement, SendGrid, c'est très facile à utiliser. Le plus long, là, finalement, dans cette vidéo, qui dure environ 1 heure, je pense, ça a été de recréer un projet Next de zéro, de recréer ce formulaire, de mettre en place React Hook Form. Mais sinon, en 20 minutes, c'est fini. Et encore, c'est parce que j'ai dû vous expliquer tout. Mais si vous savez bien faire vos emails avec SendGrid, vous pouvez mettre en place SendGrid et y intégrer des emails en moins de 10 minutes sans aucun problème. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez en savoir plus sur Next, je vous invite à aller voir la formation qui est proposée sur le catalogue de Believe Me et qui dure, je pense, 20 heures, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, sinon, je vous invite, si vous voulez aller encore un stade au-dessus, à rejoindre le programme Rocket. Alors, c'est pas écrit le programme Rocket, c'est écrit Steve Jobs, puisque c'est la promotion que vous rejoindrez si vous rejoignez le programme Rocket. C'est un programme qui dure 8 mois. On se voit en visioconférence, vous recevrez un t-shirt, un carnet, un mug, un stylo, vous recevrez des avantages partenaires, c'est Shine. Alors attendez, avant tout ça c'est gratuit, avant que vous quittiez la vidéo. Vous recevrez des avantages partenaires chez plein de partenaires du programme Rocket. Shine, Feedive, UI Stencils, Freebie, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, écoutez, les places sont limitées. Je sais que je vous en parle beaucoup, mais je tiens beaucoup à ce programme. Je vois déjà les premiers étudiants, j'ai envie qu'on soit nombreux, qu'on puisse profiter ensemble, former un beau groupe, qui puisse se tirer vers le haut, qui puisse se filer des petites astuces, des bons plans, pouvoir se faire des pistons éventuellement si on a envie d'avoir, je sais pas, un collaborateur sur un de nos projets ou si on a envie de rejoindre une grosse entreprise. En tout cas, sachez que le programme est ouvert actuellement à l'heure où vous voyez cette vidéo, qu'il reste quelques places, mais à partir du 7 novembre, normalement, c'est terminé. En tout cas, s'il y a eu des places jusque-là. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, ces mini-formations. Ça m'a demandé énormément de temps, mais bon, de temps en temps, ça me dérange pas d'en faire, ça me fait très plaisir, surtout que le sujet est pas forcément bien couvert sur YouTube. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, continuez de vous amuser avec SendGrid.